Dossier spécial sur Fréquence Évasion. À chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants, un dossier spécial sur Fréquence Évasion en compagnie du docteur Pierre-Jean-Thomas Lamotte pour la publication de son livre « L'interprétation des maladies au Jardin des Livres ». C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Docteur Pierre-Jean-Thomas Lamotte, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous avez publié un livre, « L'interprétation des maladies au Jardin des Livres ». Qu'est-ce qui vous a incité à écrire ce livre ? Bien, j'avais une démarche de médecine un peu différente depuis de nombreuses années, depuis que j'avais vu une guérison miraculeuse, on va dire, d'une petite dame qui était en fauteuil et dans un contexte de prière, de lieu de pèlerinage, s'était remise à marcher, ce que les neurologues ne voient pas, puisque pour eux, les séquelles sont définitives. Et donc, je cherchais à savoir un petit peu quel était le rôle de ce contexte psychologique, spirituel différent. Et sur ce chemin-là, on avance tout doucement, parce que c'est au cas par cas qu'on est obligé de comparer les événements, les traumatismes psychologiques vécus par rapport aux symptômes. Et parce que chaque symptôme a un sens particulier, un sens symbolique. Et il a fallu effectivement que je travaille. Et il n'y a que depuis 4-5 ans que j'en suis arrivé à la conclusion que effectivement nous vivons tous au passé compensé, que ce soit nos maladies, mais aussi nos habitudes de la vie quotidienne, nos accidents, etc., etc. Et c'est donc effectivement pour cadrer un petit peu les choses et pouvoir expliciter ma pensée, notamment sur les maladies neurologiques, que j'ai décidé donc d'écrire cet ouvrage. Alors, nous avons réalisé à plusieurs reprises des émissions avec Jacqueline Bousquet, Brigitte Dutheil, sur les champs informationnels qui nous expliquaient que la maladie ne se trouve pas dans le corps physique, elle se trouverait au niveau de l'information, du psychisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette théorie ? Mais bien sûr, oui, parce que on arrive à démontrer facilement et expérimentalement que ce sont nos souvenirs qui guident. Il n'y a qu'à penser à Pavlov qui conditionnait ses chiens pour des choses agréables, pour la pâtée qu'ils attendaient. Et il arrivait à faire baver des chiens simplement avec un métronome ou avec une cloche qui paraît complètement ridicule. Mais effectivement, c'était le lien symbolique qui était créé. Et on a fait aussi la même chose pour créer des souvenirs négatifs, notamment avec l'enfant. On a créé des phobies des animaux qui étaient des animaux qu'ils aimaient bien au départ, mais en faisant la vue d'un animal et en couplant ça avec du bruit d'un vacarme qui effraie l'enfant, eh bien l'enfant va avoir une phobie des animaux. Par exemple, si c'est des souris blanches qui l'ont conditionné, ce seront tous les animaux blancs qui deviendront un danger pour lui et il se mettra à hurler ou il aura une phobie dès qu'il verra un animal blanc. Donc ça, on sait le faire expérimentalement, effectivement. Et donc, cette base qui est expérimentale nous dit qu'il faut donc avoir un mauvais souvenir qui va programmer les choses. Et on s'aperçoit que c'est au réveil de ce mauvais souvenir que le symptôme va apparaître, puisque le fait de le mettre dans l'inconscient n'a pas suffi. Et donc on tente une autre possibilité, c'est celle de la compensation symbolique par un symptôme physique, psychique ou tout un tas de modalités particulières. À la page 333, on trouve un chapitre intitulé « Et si la maladie n'était pas un hasard ?» Alors, qu'entendez-vous par là ? Bien sûr, parce que on nous a habitués à des mensonges depuis des années, puisque les médecins se sont mis aux statistiques au 19e siècle, la moitié du 19e siècle, et Claude Bernard a dit « mais vous ne faites plus de la science, vous faites de la probabilité, ça n'a rien à voir avec la science ». Et effectivement, on a l'habitude encore maintenant, bien que les statisticiens savent pertinemment ce qui se passe, de mettre les facteurs de risque comme les causes des maladies. Les facteurs de risque comme le tabac, par exemple, on vous dit le tabac va vous donner le cancer du poumon. Bien, si
c'était vrai, il faudrait que chaque fois que vous entrez en contact avec le tabac, ça déclenche le cancer du poumon. C'est, au point de vue scientifique, la cause déclenche toujours l'effet, et quand il y a l'effet, il y a toujours la cause. Or, ça n'est pas du tout ça, effectivement. Alors, le problème, c'est que le langage que le corps utilise n'est pas un langage direct, c'est un langage symbolique. C'est-à-dire que quand notre cerveau pense soleil, le symbole du soleil, c'est le papa. Donc, on vous dit que c'est dangereux de s'exposer au soleil. Et effectivement, les gens qui font des tumeurs des cellules mélaniques, ce sont des gens qui ont souffert de façon importante d'un manque de relation normale avec le père. Donc, on voit bien que ce n'est pas le soleil qui donne le cancer. Mais les médecins n'ont pas encore compris ça, ce langage. Et effectivement, c'est ce qui donne lieu à une interprétation comme le ferait tout traducteur, un interprète. Mais est-ce qu'il n'y a pas une partie purement physique? Parce que quand on se met au soleil, par exemple, et qu'on se fait griller, moi j'ai vu des gens complètement grillés, est-ce que là, ça endommage pas quand même les tissus? Et ça peut pas procurer justement une tumeur ou une maladie quelconque? Non, mais bien sûr que non. La première chose, c'est parce que ces tumeurs-là, ces lésions cutanées peuvent exister lorsque le bébé naît, donc il n'a pas eu des coups de soleil dans le ventre. Si vous prenez les mélanomes dans la population africaine, en général, enfin très fréquemment, ces mélanomes se mettent sous la plante des pieds. Et vous n'avez pas vu en Afrique les gens marcher sur les mains. Non, c'est vrai. C'est un petit peu une boutade que je dis, mais ça veut dire que les gens qui ont du goût pour le soleil ont un problème de relation au père et ils ont besoin d'un père chaleureux quelque part. Et c'est ce rôle symbolique que le bain de soleil ou les UV dans les cabines vont donner. Mais il faut voir le symbole qui est en dessous de ça, effectivement, si on veut bien comprendre. Donc, quand quelqu'un fume, effectivement, et il ne fume pas par hasard, il y a des gens qui n'ont jamais fumé, il y en a d'autres qui ont besoin de fumer, effectivement, c'est parce que le souffle et l'air, c'est la façon de prendre l'ascendant par rapport à un autre. Quand vous voulez dominer votre interlocuteur, vous élevez la voix. Quand, au contraire, vous êtes dominé, vous allez vous taire. Et donc, c'est l'intensité du souffle qui est dans ce rapport de force et dans la façon de vous apaiser éventuellement quand vous fumez qu'il faut voir. Et ça n'est pas du tout le lien direct, effectivement, qui n'est qu'un lien statistiquement significatif, mais après la signification, effectivement, ça n'est pas la causalité. Alors vous parlez également du stress, nous sommes tous soumis à certains moments à des stress très différents, à des situations difficiles, où nous sommes plus ou moins soumis à des situations conflictuelles, et pour autant tout le monde ne tombe pas malade, heureusement. Comment pouvez-vous nous l'expliquer? Bien. En fonction de notre histoire, on va construire notre personnalité, c'est-à-dire que tout ce qui a été désagréable, eh bien, on veut l'éliminer, et tout ce qui est agréable, on va le rechercher. Et donc, nous avons forcément des moments où nous avons souffert et où nous avons une fragilité particulière à tel ou tel problème. Et c'est cette fragilité qui fait que on va pas faire la même maladie pour toutes les personnes, puisque nous sommes tous très différents. On pourrait dire que chacun est unique même. Mais c'est vrai qu'il y a en commun les mêmes problèmes. Quand vous recherchez, par exemple, les gens qui font un cancer du larynx, eh bien, c'est des gens qui ont été obligés de se soumettre à l'autorité, par exemple, d'un supérieur ou d'une supérieure dans une congrégation religieuse, ou d'une mère très dictatrice, on va dire. Et le cancer du larynx, dans le cas que je cite, apparaîtra quand la maman fera un Alzheimer et que l'enfant dominé pourra enfin reprendre sa voix. Donc vous voyez que c'est une façon de voir qui nécessite de faire l'enquête psycho-affective, parce qu'effectivement, pour trouver un lien symbolique, ce n'est pas évident. Vous avez par exemple le pouce. Quand vous entendez le pouce de la main, une histoire avec le pouce de la main, c'est un problème avec la mère et surtout avec la protection ou l'encouragement. On dresse le pouce pour encourager, super. Et le gros orteil du pied, c'est le côté affectif, c'est-à-dire la maman. Si vous prenez le nerf qui est sur le côté de la cuisse,
C'est là que le chien vient poser sa tête pour chercher des caresses quand vous êtes assis. Eh bien, je n'ai jamais vu pour ce nerf que des problèmes de chien. Et effectivement, on est loin de toutes les idées qu'on peut dire. C'est le diabète qui donne cette neuropathie, c'est une compression du nerf qui donne cette neuropathie, etc. On a des raisonnements complètement différents. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Si j'arrive à faire retrouver le mauvais souvenir à la personne, et si elle peut m'exprimer ce que j'appelle la culpabilité, c'est-à-dire une dévalorisation, une honte, par exemple, qu'elle a ressenti à ce moment-là, eh bien, comme ce qu'elle n'avait jamais dit à personne, elle l'a exprimé, elle n'a plus besoin de son symptôme pour le masquer, et on va obtenir la guérison. Donc pour ce qui est des douleurs, par exemple, qui est un symptôme fonctionnel, eh bien on a une guérison immédiate, soit pendant la consultation, soit dans la journée qui suit. Et pour moi, c'est le résultat qui est probant. Alors on a tendance à dire que la maladie s'exprime uniquement sur le plan physique, ou inversement que tout est psychologique. Dans certains cas, n'y a-t-il pas un juste milieu, un juste équilibre à trouver âme, corps et esprit ? Le juste équilibre, faut quand même savoir que c'est l'âme, en latin c'est animus ou anima, c'est ce qui anime le corps, ou c'est ce qui anime le psychisme. Donc effectivement, la hiérarchie de la personne, c'est d'abord l'échelon spirituel, ensuite l'échelon psychologique et ensuite l'échelon biologique, on va dire. Donc cette hiérarchie se fait dans ce sens-là. Et on l'observe effectivement, le fait d'obtenir des guérisons simplement en faisant accepter de confier ses faiblesses, on va dire, à la personne, effectivement, c'est le mécanisme qui permet de guérir uniquement ce mécanisme-là. La médecine traditionnelle s'obstine à soigner les symptômes sans tenir compte des autres paramètres. Qu'en pensez-vous ? Alors, il faut qu'on se mette bien d'accord tout de suite. Cette médecine complémentaire, on va dire, médecine des mauvais souvenirs, comme je l'appelle, n'est pas quelque chose qui vient contre la médecine traditionnelle. Vous avez besoin, quand vous voulez aider un malade, de savoir exactement l'ensemble des symptômes qu'il présente, donc la localisation, les tissus qui sont atteints, le processus pathologique, et c'est cette liste parfaite, on va dire, la plus complète possible, qui vous permet ensuite de faire la traduction en prenant donc la valeur symbolique de chacun des éléments. Donc effectivement, il n'y a pas de contradiction avec les médecines traditionnelles. On a au contraire une exigence d'un diagnostic excessivement précis. Ce n'est pas en me disant j'ai un cancer du sein que je peux travailler avec une femme. Il faut savoir quel type de cancer, à quel endroit, s'il y a des ganglions, s'il y a des métastases, etc. Tous ces renseignements vont aider à finalement imaginer la situation que la personne a voulu enfouir en elle dans son inconscient. Docteur Pierre Jean-Thomas Lamotte, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie du docteur Pierre Jean-Thomas Lamotte, qui a publié un livre, L'interprétation des maladies, au Jardin des livres. À la page 188, on peut découvrir un chapitre, le cerveau stratégique, ce cerveau qui nous rend malade. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui. Alors, effectivement, ça, c'est une chose qui a été découverte par un médecin décrié qui s'appelle Hammer. Le docteur Hammer a montré effectivement que sur les scanners, il voyait des choses comme des ruminations et qu'il s'est aperçu qu'en fonction de la localisation et en fonction du problème psychologique vécu, eh bien, le cerveau donc allait déclencher la pathologie de tel ou tel organe. Inversement, par exemple, si vous avez une zone qui déclenche la crise cardiaque, si cette zone a été détruite par un accident vasculaire cérébral, eh bien vous ne pouvez plus faire de crise cardiaque, ce qui a été démontré dans des études. Donc, ce cerveau stratégique, c'est lui qui a les souvenirs, qui a des projets, et donc qui va comparer ses attentes à ce qu'il est en train de vivre, et à ce moment-là, il va y avoir ce qu'on appelle un ressenti.
Et si ce ressenti est vraiment trop gênant avec une dévalorisation importante, effectivement, eh bien, ça va être mis. En général, ça n'est pas géré immédiatement. Il faudrait le gérer en faisant, entre guillemets, la confidence immédiatement. Mais en général, on garde ça pour soi et c'est là que on a l'arme et qui est prête à être déclenchée quand ce mauvais souvenir va se réveiller. Donc ce rôle du cerveau, effectivement, c'est lui qui est capital pour déterminer quelle maladie ou quel symptôme je vais faire. Alors que faudrait-il faire aujourd'hui pour retrouver une bonne santé et surtout faire évoluer la médecine ? Bien, c'est sûr que pour moi, à partir du moment où vous voyez un cancer guérir simplement parce que vous avez écouté quelqu'un pendant 2 heures, mais d'autres maladies, les maladies fonctionnelles comme par exemple la crampe de l'écrivain pour un neurologue, eh bien mes confrères font faire des injections de toxines botuliniques pour diminuer la crampe de l'écrivain et on recommence donc tous les 4 mois et ça peut durer des années. Si je fais bien mon travail, lorsque j'ai un patient qui a une crampe de l'écrivain, je vais l'écouter, c'est-à-dire que je vais chercher quel traumatisme il a vécu 6 mois avant l'apparition des symptômes, et ce symptôme, le traumatisme est de l'ordre d'un amour impossible. Voilà. Eh bien, si je trouve ça, et la honte qui est attachée à ça, parce que effectivement, je me suis fait plaquer sur le plan amoureux, où je n'ai pas osé exprimer mon amour à quelqu'un, etc. Eh bien, le fait d'exprimer cette confidence, le crampe de l'écrivain va disparaître immédiatement et de façon définitive. Alors aujourd'hui, ne prenons-nous pas trop de médicaments inutiles ? Bien sûr que si, bien sûr que si. C'est évident que le médicament, c'est anti-symptôme, donc anti-allergique, antipyrétique, anti-mitotique, alors que on est devant un symbole, je vous expliquais. Donc effectivement, la chimie n'est pas très armée pour lutter contre un symbole. Il vaut mieux avoir une boîte d'allumettes pour brûler un drapeau bleu, blanc, rouge, par exemple, que de prendre des médicaments pour faire du mal symboliquement à la France. Alors, à travers plusieurs émissions que nous avons réalisées avec Pierre Jovanovic sur cette antenne, nous avions évoqué le problème des suicides qui est en recrudescence chez les jeunes et chez les chefs d'entreprise. Pourquoi, selon vous ? On n'a pas notion de ce qui se passe. Enfin, si j'ai bien compris la question, c'est le stress qui est la cause. D'une façon générale, le problème, c'est que la chronologie des symptômes, à quel moment se déclenche une maladie ou une autre, elle n'est pas toujours la même. Et donc, il y a une circonstance dans laquelle les maladies se déclenchent, c'est que lorsqu'il y a eu un accrochage tout à fait imprévu. Et dans ces cas-là, la réponse ne se fait que 6 mois plus tard. Et effectivement, le lien entre le traumatisme et ce qui s'est passé, l'apparition d'un symptôme 6 mois plus tard, et même après, s'il s'agit d'une tumeur, on ne fait pas le lien du tout. Mais c'est simplement parce que les gens qui ont une vie trépidante, on va dire, risquent souvent de vivre des imprévus qui vont déclencher ces symptômes. Alors, selon vous, l'échec provoquerait la maladie ? La dévalorisation, oui. Quand vous avez mis tout votre plan, l'échec du couple, aussi bien que l'échec du travail, que c'est vrai que on n'est pas fait pour avoir des choses désagréables à vivre. C'est le problème, c'est que nous ne savons pas nous habituer à la réalité et que nous voudrions vivre selon nos propres projets, ce qui n'est évidemment pas possible. Alors ces maladies surviendraient peut-être sur un terrain ou un système immunitaire fragile ? Le système immunitaire va réagir symboliquement. Quand vous faites une infection, c'est pas pour moi. Je vous donne mon explication à moi. Parce que je l'ai vérifié auprès des malades, le système immunitaire va se transformer pour donner une réponse symbolique. Et quand vous faites une infection, par exemple, avec des bactéries, eh bien, les circonstances dans lesquelles vous avez fait une infection à streptocoque, à staphylocoque, à colibacille, etc., a une valeur très précise. Quand vous faites une infection à colibacille, c'est parce que le colibacille est symbolique
d'identité. Si vous avez une infection à staphylocoque, c'est parce que les liens resserrés dans la famille se sont distendus. Donc vous voyez que on est aux antipodes, on va dire. Je suis sur une autre planète par rapport aux théories sur les microbes, mais malheureusement, moi, je vois l'efficacité. Lorsque j'évoque avec une personne qui a une infection sévère, je pense par exemple à une femme qui avait une infection de la glande de Bartholin, c'est celle qui sert aux relations sexuelles du côté droit, donc elle avait une infection qui l'empêchait de marcher complètement. Elle est venue me voir un dimanche après-midi. Et elle, donc, je lui ai dit qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 mois du côté de la sexualité. Elle m'a expliqué que l'amoureux était parti en lui disant que cette fois, il allait divorcer. Et quelques jours plus tard, coup de téléphone de cet amoureux qui lui dit « Je suis avec ma femme à l'aéroport et je pars aux Antilles avec elle. » Bien, voilà. Le simple fait donc d'avoir exprimé cette humiliation, quand elle va voir le chirurgien le mardi matin pour décider de l'intervention, eh bien, elle n'a plus rien du tout. Et ça, la cortisone, les antibiotiques ne peuvent pas vous le donner. Alors que le simple fait d'avoir changé la tête et donc d'avoir fait la confidence de cette situation humiliante suffit à ce qu'on n'ait plus besoin du symptôme et donc il disparaît immédiatement. Alors certains intervenants que nous avons reçus ici sur cette antenne, comme le docteur Sauveur Boucris qui écrit La fabrique de malades, Sylvie Simon par exemple, nous disait que on amoindrissait le système immunitaire avec les vaccins, la malbouffe et d'autres consommations excessives de médicaments, dans la plupart des cas qui ne servent à rien. Hein. Vous êtes d'accord avec ça ? Non, mais surtout puisque je vous ai dit que la maladie n'est pas un dysfonctionnement, n'est pas au contraire, la maladie c'est un fonctionnement aussi précis dans la performance que dans l'échec de performance. Et c'est notre cerveau qui nous met dans cette situation. Hein. Effectivement, si vous avez un champion de cyclisme, comme Monsieur Armstrong par exemple, moi je vais chercher ce qui s'est passé pendant la grossesse de cet homme-là et je vais trouver que déjà à cette époque il y avait des litiges entre madame et monsieur et que le bébé qui se met à courir, faire les marathons ou à faire des courses cyclistes, c'est pour consoler entre guillemets et empêcher que le couple ne se disloque symboliquement. Donc on est vraiment aux antipodes des choses raisonnables lorsqu'on entre dans cette compensation symbolique, mais la compensation symbolique, elle est là et quand on la connaît, ça permet donc de faire disparaître les symptômes simplement par une confidence. Alors dans votre ouvrage, vous parlez également de la maladresse des chirurgiens. De certains chirurgiens. Oui, non, mais ça c'est une maladresse, c'est gentil entre guillemets. Je ne sais pas ce qui agit quand un chirurgien. Est-ce que c'est l'effet placebo de son intervention? Est-ce que c'est, enfin, vous voyez, c'est loin le bouchon parce que à partir du moment où on raisonne de façon classique, effectivement, j'ai tout faux et je suis bon à mettre à l'hôpital psychiatrique. Mais effectivement, j'ai de nombreux cas où j'ai empêché une intervention, comme je vous l'ai expliqué pour cette femme qui avait une infection, simplement en exprimant quelque chose. Et j'ai vu des malades, soi-disant qu'il y avait une intervention à faire au niveau de la colonne vertébrale, par exemple, et simplement le fait de discuter, les symptômes gênants attribués à la colonne vertébrale sont disparus sans intervention. Donc, effectivement, les chirurgiens ils sont maladroits dans la mesure où ils ne connaissent pas l'origine, le pourquoi de la maladie, pourquoi je fais cette maladie, pourquoi je la fais en ce moment. Hein, c'est cette question que moi j'essaie de résoudre. Est-ce que vous avez des projets? Les projets, c'est de continuer à explorer la compensation symbolique. Donc, effectivement, la compensation symbolique, on la trouve partout quand on sait l'observer, la regarder. Donc, effectivement, j'ai l'intention de le voir dans la vie quotidienne. Pourquoi est-ce qu'on a un accident? C'est toujours une compensation symbolique, par exemple. Mais la vie quotidienne, ça peut être aussi ma façon de me coiffer, ma façon de m'habiller, etc. Donc, ça, c'est pas connu. Par contre, un aspect qui est très important pour moi sur le plan social et familial, c'est que nous compensons pour la culpabilité de nos descendants. Le descendant compense pour ses parents.
C'est-à-dire que je vais jusqu'à dire que si une femme est malheureuse d'avoir un troisième enfant, enfin d'avoir des relations sexuelles, puis il lui faut craindre d'avoir un troisième enfant, elle vit ça douloureusement les 2-3 premiers jours alors qu'elle est en train de féconder, de mettre en route une grossesse, effectivement. Si elle n'en fait pas la confidence, eh bien je ne serais pas étonné que cet enfant-là, plus tard, lorsqu'il se sera marié et qu'il aura eu 2 enfants, eh bien il va divorcer pour qu'il n'y ait pas cet épisode douloureux du troisième enfant. D'accord. Vous voyez que ça va très loin. C'est bien connu ce qu'on appelle le transgénérationnel, hein. Mais le transgénérationnel, effectivement, moi je l'explique de cette façon, de façon très précise, donc c'est quelque chose de passionnant. Et puis l'autre chose, effectivement, qui me tient à cœur aussi, c'est de voir que dès le début de la Bible, on parle de compensation. Quand vous avez Adam et Ève qui mettent un cache-sexe, effectivement, c'est une compensation symbolique. Et donc, à travers toute la Bible, on peut relire les textes sacrés de cette façon-là. Et c'est ce que je voudrais faire en dernier lieu. Voilà. Pour terminer, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs, justement, qui se posent des questions sur tous ces sujets? Le message, c'est vraiment d'accepter notre faiblesse, tout bêtement. Hein. Parce qu'effectivement, si en tant que parent, je garde mes culpabilités, je vais imposer à mes enfants de chercher à les atténuer. Hein. Et donc, je les mets en prison quelque part et je vais tout à fait les priver de leur libre arbitre. Hein. Donc, pouvoir dire, à exprimer à un confident, à un ami, à un prêtre, à je sais pas qui, exprimer tout ce qui nous donne mauvaise conscience, enfin, ou tout ce qui nous déplaît, qu'on aurait voulu ne pas vivre, effectivement, c'est une façon de désamorcer la compensation symbolique et donc d'avoir une vie beaucoup plus calme pour nous et pour nos descendants. On peut vous retrouver sur Internet? On ne me retrouve pas sur Internet, on retrouve le Cri d'Homme, CRIDOMH, donc qui est une association qui s'occupe de diffuser ses connaissances sur la compensation symbolique. Docteur Pierre-Jean Thomas Lamotte, on peut donc vous retrouver à travers votre livre L'interprétation des maladies au jardin des livres. Merci d'être passé au micro de Fréquence Évasion et bon courage pour la suite en tout cas. Merci bien. Au revoir. Fréquence Évasion.